Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici la vitrine de ce 20h. 266 médecins congolais formés à Cuba ont regagné leur pays aujourd'hui à l'aéroport international Maya Maya. Le chef du gouvernement et sa suite ont réservé un accueil chaleureux à ces finalistes. Et puis, le conseil départemental du Kulou a désormais un nouveau siège. Inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ce siège a été officiellement mis à la disposition des autorités locales aujourd'hui. Après 9 mois d'inactivité causée par une panne technique, Télécongo Pointe-Noire va émettre de nouveau grâce au matériel installé. Voilà pour les titres, à présent les détails. Ouvrons ce journal par le retour ce 11 septembre en début d'après-midi du président de la République à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso regagne la capitale après un séjour de travail à Oyo dans le département de la Cuvette. Maria Ibarra. Le président de la République est rentré ce vendredi d'un séjour de travail de 18 jours à Oyo dans le département de la Cuvette. Dans cette localité, le chef de l'État a eu plusieurs activités. Il a reçu le 27 août dernier son homologue togolais. Cette rencontre entre Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières de haut niveau entre le Congo et le Togo, deux pays qui entretiennent d'excellentes relations de coopération. Toujours dans la ville d'Oyo, le président de la République a participé par visioconférence à la cérémonie de prestation de serment du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, réélu à la tête de cette institution financière panafricaine le 27 août lors des assemblées annuelles de 2020 de la BAD pour un nouveau mandat de 5 ans. Depuis Oyo, Denis Sassou Nguesso a présidé par visioconférence la semaine dernière 2 réunions du Conseil des ministres et la 9e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie Covid-19. Au bord de la Lima, Angolodoa, le chef de l'État a reçu en audience le 2 septembre dernier 2 chefs de mission diplomatiques en poste à Brazzaville. Il s'agissait des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire et de la Turquie qui ont, à cette occasion, réaffirmé les liens de coopération entre leurs pays respectifs et la République du Congo. Le séjour de Denis Sassou Nguesso à Oyo a été aussi marqué par la visite des ranches où se développent d'intenses activités agro-pastorales dans les villages de Pokanya, Kila et Olenga. Une lueur d'espoir pour la médecine congolaise qui se voit renforcée en personnel soignant. 266 médecins formés à Cuba ont regagné Brazzaville aujourd'hui après 7 années d'études en médecine. Au pied d'avion, Clément Mwamba et quelques membres du gouvernement y étaient pour accueillir ses compatriotes. Joachim Miafunambungu. La République les a honorés, elle n'a pas fait dans la demi-mesure. Ils étaient attendus, très attendus. Ils sont au total 266 finalistes de retour au Bercail, 256 médecins, 6 techniciens en électromédecine et 4 médecins spécialistes. Voilà donc la première cohorte d'un travail commencé il y a 7 ans maintenant. Bon an, mal an, ils sont là. Ils ont été accueillis à leur arrivée de fort belle manière par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles se trouvait le numéro 2 de l'exécutif congolais Clément Mwamba, qui leur a souhaité, au nom du président de la République, la bienvenue au pays natal. Au nom du président de la République et à mon nom propre, j'exprime à vous tous une cordiale bienvenue sur le territoire national. Nous vous attendions impatiemment. Pour cela, notez que nous vivons là un moment historique, inédit, voire exceptionnel. La décision prise il y a quelques années par M. le Président Denis Sassou Nguesso d'assurer une formation en masse des jeunes Congolais bacheliers dans le domaine de la médecine, les résultats sont là et nous sommes là en face d'une réalisation concrète, en face d'un résultat précis. Nous en sommes donc très heureux. C'est le fruit de la coopération agissante entre le Congo et Cuba qui a hébergé ces finalistes pendant 7 ans. En ce jour mémorable de leur retour, le Premier ministre a remercié l'ambassadeur de Cuba au Congo.
C'est l'occasion de remercier Cuba, de traduire aux autorités cubaines, d'avoir assuré cette formation dans des conditions optimales et de prouver une fois de plus que nous sommes là dans une coopération ancienne, confiante, que nous devons consolider. Heureux de rentrer au pays, certains d'entre eux ont exprimé leur émotion face au dispositif et aux soins réservés pour leur accueil. Par la grâce de Dieu, le voyage s'est très bien passé et nous tenons juste à remercier son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, pour cette idée, cette initiative qu'il a eue de former la jeunesse congolaise pour venir changer le système de santé du Congo. Tous ces façons, on est content d'être revenus à la maison. Oui, nous avons passé 7 bonnes années à l'étranger pour apprendre la médecine. Donc tout ce que nous avons appris, nous allons appliquer ça ici chez nous au Congo pour la contribution, notre contribution pour le pays. Ils sont allés en famille auprès des parents pour 3 semaines environ, puis ils iront en séminaire d'abord et en stage d'immersion ensuite dans les différents hôpitaux de base du pays pour une durée de 6 mois. Du matériel de soins mis à la disposition du CHU de Brazzaville, dont de la société Altea, spécialisée dans le domaine de la santé, remis au gouvernement pour soutenir le Congo dans sa riposte contre la pandémie à coronavirus. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est allé toucher du doigt ce don. Joachim Miafunamungu. Il est allé pour la 2e fois consécutive ce vendredi matin au CHU en l'espace de 3 mois. Clément Mwamba est redescendu sur le terrain pour se rassurer de l'exécution réelle des engagements pris par le gouvernement. En effet, dans sa quête permanente de recherche des solutions liées à la maladie à coronavirus, le gouvernement a bénéficié de la part d'un partenaire, le groupe Altea, société italienne spécialisée dans la fourniture et la gestion intégrée des technologies biomédicales de santé, plus d'une vingtaine de lits de soins intensifs indispensables aux patients victimes de détresse respiratoire. Lorsque nous sommes venus ici pour la première fois, c'était pour nous rendre compte que le CHU devait prendre en charge les malades de Covid, tout en sachant que de continuer à gérer les autres malades. À l'époque, quand nous sommes venus, on avait un CHU qui se cherchait, qui n'avait pas d'équipement, avec un personnel, comme partout d'ailleurs dans le monde, où le personnel n'était pas toujours forcément formé pour s'attaquer à cette pandémie. 4 mois après ou 3 mois après, je viens constater que sur la base d'un diagnostic qui a été fait, nous avons pris l'engagement avec un partenaire italien, la société Altea, qui a pris l'option de nous soutenir de manière vigoureuse dans le combat contre la Covid-19, en commençant par nous équiper avec des respirateurs, on en a beaucoup parlé, ces fameux respirateurs équipés. Et là, nous avons donc pu voir dans un showroom des respirateurs de haute technologie qui ont toutes les fonctionnalités pour qu'enfin on puisse en prendre le malade dans des conditions optimales. Le chef du gouvernement, en présence de la ministre de la Santé, de l'ambassadeur d'Italie au Congo, a écouté avec une attention particulière les explications liées à l'exploitation de ces équipements de dernière génération. Ces mêmes respirateurs, il faut leur donner des consommables. Tout ce qui les accompagne, ces mêmes respirateurs ont besoin d'être gérés par des gens formés. Dans ce centre de CHU, on parle beaucoup, quelquefois, pour de mauvaises nouvelles, alors qu'il y a de très bonnes nouvelles malgré tout. Il y a de bonnes choses qui se font, lentement, mais elles se font. Mais nous parlons trop sur ce qui ne va pas. Et souvent, ça contre au courant de la vérité. 20 lits de soins intensifs, ils sont accompagnés d'un kit qui représente toute une salle de soins pour une prise en charge efficace. Sylvain Villard a officiellement mis fin à ses fonctions de directeur général du CHU de Brazzaville. La cérémonie d'au revoir a eu lieu hier au centre hospitalier universitaire de Brazzaville en présence du ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo. Reportage de Guillaume Garon-Mabiala. Ce présent remis par le ministre de la Santé et les représentants du personnel soignant constitue une preuve de reconnaissance au Canadien Sylvain Villard,
directeur général sortant du CHU de Brazzaville. Celui-ci, pendant 18 mois d'exercice de ses fonctions, a apporté les réformes dans cet établissement hospitalier. Vous avez assaini l'environnement externe et interne du CHUB. Nos espaces verts, nos couloirs et nos services cliniques sont plus propres. La suppression des commissions illégales versées à un petit groupe de personnes, ceci a permis de rediriger 1,3 milliard de francs CFA vers les soins et services aux patients. Vous avez assaini les effectifs du personnel du CHUB. Vous avez mis en place un guide d'embauche qui nous a permis de réaliser les recrutements transparents, objectifs et équitables. Ce mérite lui a été reconnu par le gouvernement. Vous avez été le laboureur qui a débroussaillé, dessouché, défriché et désherbé le terrain sur lequel des cadres congolais vont planter une nouvelle gouvernance propice à l'amélioration de l'offre de soins et services du CHU de Brazzaville. Sylvain Villard, qui quitte le Congo satisfait d'avoir accompli son devoir conformément aux exigences du gouvernement. Il a remercié toutes les compétences qui l'ont accompagné le long de son mandat et se dit toujours disposé à mettre son expérience au profit des Congolais. Enfin, Sylvain Villard exhorte le corps médical du CHU de Brazzaville à maintenir le cap par rapport aux projets déjà réalisés et ceux en cours de réalisation. Autre fait de l'actualité, les ministres africains en charge de l'agriculture autour d'une table rendue possible par visioconférence. Ils ont parlé de la révolution verte en Afrique. Le Congo, à ce forum, a été représenté par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Henri Djombo. Le point avec Yves-Richard Tomé. Cette table ronde par visioconférence des ministres africains en charge de l'agriculture a été présidée par M. Sine de Kline du Forum économique mondial. Elle a permis à chacun des ministres de relever que pendant le confinement, en raison de la Covid-19, les acteurs du secteur, surtout de l'agriculture et de l'élevage, ont eu d'énormes difficultés pour acheminer les produits vivriers des bassins de production vers les zones urbaines. Ceci occasionnant bien sûr la flambée des prix. Certes, il y a eu une sorte de normalisation en cette période de déconfinement, mais beaucoup reste à faire, comme l'indique le ministre d'État, Henri Djombo. Nous n'avons pas au Congo des mécanismes appropriés pour financer l'agriculture, sauf des projets de partenaires techniques et financiers qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis après c'est fini. Ça ressemble à des feux de paille qui ont été allumés sur la voie du développement agricole. Mais ce que nous voulons, c'est un système durable de financement à travers le crédit agricole de proximité. Je sais qu'il y a des expériences dans d'autres pays dont nous pouvons nous inspirer pour créer le même système au Congo. Le président de la table ronde, M. Sine de Kline, a souligné que cette crise nous met tous devant le fait accompli et doit nous permettre de prendre un engagement fort dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La SLEG doit contribuer à la relance des économies africaines par la promotion des échanges commerciaux et à plus d'emplois et moins de barrières douanières. À noter que c'est pendant que le président rwandais Paul Kagame était à la tête de l'Union africaine que la SLEG a été initiée il y a presque 2 ans. Inauguration aujourd'hui à Luango du siège du conseil départemental du Kwilu sous les auspices du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphiré-Mbolo. La cérémonie a connu la participation de quelques membres du gouvernement et autorités locales. Les détails avec Brice Abanzounou. Décor exceptionnel pour un événement exceptionnel. Très riche en sons et en couleurs, la cérémonie d'inauguration officielle du tout nouvel hôtel du conseil départemental du Kwilu commence par quelques temps forts. La montée du drapeau national et l'exécution de l'hymne la congolaise. Le tout devant un parterre d'invités de marque. Des membres du gouvernement, des parlementaires, des préfets, des présidents des conseils, des épouses de Sa Majesté Mwema Kosso, 4 rois de Luango et de la population locale. Les conseils départementaux du Kwilu ont, à travers leur motion de satisfaction et de soutien à Alexandre Mabiala, demandé à celui-ci de poursuivre ses actions au profit du département. Et dans un discours de plus de 30 minutes, l'initiateur du projet, Alexandre Mabiala, est longuement revenu sur la nécessité de réhabiliter
le Kwilu. La construction de l'hôtel du conseil départemental du Kwilu, grâce à l'appui personnel de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, inaugure bien la marche vers cette vision d'un Kwilu moderne. Pour Alexandre Mabiala, la réalisation de la promesse d'une municipalisation additionnelle au profit du Kwilu serait la bienvenue afin de doter le département d'infrastructures de qualité. Il s'agit plutôt pour le Kwilu de s'accrocher à l'espoir que suscite le souvenir de la mise en œuvre de l'expérience de la municipalisation accélérée. Les filles et fils du Kwilu appellent de tous leurs vœux la mise en œuvre de ce grand projet une fois que les indicateurs de l'embellie économique et financière passeront au vert. Après avoir reçu la bénédiction des ancêtres du Kwilu, à travers ce rituel, Alexandre Mabiala a réceptionné la clé du conseil départemental du Kwilu de la part de Ngoma Lefort, premier président du conseil régional de 1992 à 1997. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a coupé le ruban symbolique en guise d'inauguration de ce siège, parle d'une œuvre de haute facture qui matérialise bien la décentralisation au Congo. Raymond Zéphirin Mboulou est revenu sur la détermination du gouvernement à doter le département du Kwilu d'infrastructures de développement. Retrouvons Brice Abanzoun. Après avoir suivi attentivement le message du roi Mwemakosso IV, message lu par son porte-parole et que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est appelé à transmettre au couple présidentiel, Raymond Zéphirin Mboulou a procédé à la coupure du ruban symbolique. Un geste qui marque l'inauguration officielle de ce nouveau et excellent cadre de travail et de réunion. Merci au président de la République, c'est lui qui a permis tout cela. La décentralisation est en marche. Je félicite d'abord les conseillers, le bureau exécutif et leur président, le président du conseil départemental du Kwilu, pour cet ouvrage. La construction du nouvel hôtel du conseil départemental du Kwilu est une grande première pour le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Raymond Zéphirin Mboulou l'affirme sans embâche. Je suis à la tête de ce ministère depuis quelques années. C'est la plus grande réalisation à l'actif de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est un pas, c'est quelque chose de formidable. Nous, au niveau du gouvernement, le président nous a instruit de rattraper le retard du Kwilu. Les populations du Kwilu en général et celles de Luango en particulier ont positivement accueilli cette infrastructure qui inaugure l'ère de la modernisation du département. Revenons à Brazzaville. Les membres de la Commission des droits de l'homme étaient aujourd'hui chez le ministre des Finances et du Budget, Calix Ganongo. Ils sont allés solliciter un accompagnement financier afin de faire face aux charges liées au fonctionnement de leur institution. Mais Silence aussi. La Commission nationale des droits de l'homme doit payer ses cotisations statutaires au plan international pour accéder à la catégorie A au sein de la Commission des droits de l'homme de l'ONU comme exigé. C'est pour cette raison et bien d'autres qu'une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme est venue solliciter du ministre des Finances un accompagnement financier et une augmentation du budget de cette institution. Nous sommes un démembrement justement du système des droits de l'homme des Nations Unies et par rapport à cela, nous avons aux exigences du standard international des droits de l'homme. Et pour que cela se fasse, nous devons avoir un budget assez conséquent qui nous permette d'assumer nos charges et à l'international et du point de vue national, en sachant que en tant qu'institution nationale, nous devons avoir une administration conforme avec un secrétariat général et du personnel, et nous devons également avoir des antennes locales, c'est-à-dire des antennes départementales, là-bas aussi avec du personnel que nous devons prendre en charge, et en même temps, nous devons avoir les moyens de fonctionnement parce que
en dehors du personnel, nous avons 4 sessions annuelles. Pour tenir ces 4 sessions annuelles, il faut avoir des moyens financiers et matériels pour le faire. Cet appui financier, a ajouté Gabriel Etekayeme, permettra aussi à leur institution de continuer à œuvrer pour le maintien du statut du Congo comme bon élève en matière de droits de l'homme à l'occasion des évaluations de la situation des droits de l'homme dans le monde qui se tiennent chaque année à Genève, en Suisse. Comment arrêter la progression des érosions dans le 9e arrondissement de Brazzaville? La question est au cœur des réflexions. C'est ce qui explique la descente sur le terrain du ministre de l'économie forestière et du maire de la ville de Brazzaville, Yvan Roch Olumba. La ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, et le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, ainsi que le chef d'état-major général adjoint et le général de division René Boukaka, ont tour à tour visité l'érosion qui s'est formée dans le quartier Matari, l'érosion de Massengo sur l'avenue de l'école Don Bosco et l'érosion du quartier Congo-Chine de l'arrondissement 9 d'Iri. Nous sommes venus aujourd'hui parce que, comme vous le savez, nous allons vers la fin de la saison sèche. Et bientôt les pluies vont commencer. Pour nous, il est question de trouver des solutions rapides, urgentes, afin d'endiguer la progression de ces érosions. Que le gouvernement puisse s'engager pour des systèmes simples d'arrêt de la progression des érosions. Nous sommes à cette étape-là. Et après viendra donc un dossier solide que nous allons tous nous employer à envoyer au gouvernement pour trouver des moyens nécessaires pour traiter ces érosions avec des travaux de génie civil complétés donc par les travaux de stabilisation des sols avec le système de reboisement. La ministre Rosalie Matondo lance un appel à la population. On a envie, par votre canal, de sensibiliser les populations afin que nous évitions de venir nous installer anarchiquement sur des zones sensibles de montagne, sur des sols aussi sablonneux que ce que nous voyons en face de nous, et puis ne pas mettre nos vies en danger. Cette délégation qui s'est rendue sur le terrain fait partie de la commission interministérielle chargée de traiter les différentes érosions. La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire s'est rendue à Filou pour faire un état des lieux du bâtiment qui va abriter sous peu la circonscription d'action sociale. Antoinette Diganzondo était en compagnie du maire de Filou, Irénée Miouna. Sur le tronçon en construction conduisant de la mairie de Filou au quartier La Frontière, s'érige un bâtiment moderne qui va servir de circonscription d'action sociale du 7e arrondissement de Brazzaville. Il s'agit d'une bâtisse prévoyant plusieurs bureaux pour le fonctionnement administratif, une salle multimédia, un espace de réunion et surtout un lieu d'écoute et d'enregistrement des situations de détresse sociale. Cet ouvrage, financé par l'Agence française de développement, AFD, devra favoriser le pont entre les ménages pauvres, les personnes vulnérables et le ministère des Affaires sociales. Au niveau de l'Agence française de développement, on accompagne donc le ministère au niveau de sa politique nationale d'action sociale. Ce magnifique bâtiment va être un élément clé. Au terme de la prospection des lieux, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Dinganzondo, s'est dit satisfaite de l'évolution des travaux. Nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux, malgré la pandémie qui sévit. Une circonscription d'action sociale, c'est le bras opérationnel du ministère. Le maire de l'arrondissement 7 Filou, qui a pris part à cette prospection, a promis œuvrer pour la sécurité de ce bijou. Une enveloppe globale de 200 millions de francs CFA a été mobilisée pour la construction à la fois de ce bâtiment et de celui devant abriter la circonscription d'action sociale de Luandili à Pointe-Noire. Radio Congo et Télé Congo ne sont pas captés sur toute l'étendue du territoire national. La question a été posée hier par la Commission économie et finances du Sénat lors d'une séance de travail avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Suivez Thierry Mongala qui a éclairé la lanterne des sénateurs avec Florent Angoulé. Il était venu pour répondre aux questions relatives à la redevance audiovisuelle. Mais les sénateurs de la Commission économie et finances
ont saisi cette occasion pour savoir davantage sur la réception du signal de la chaîne nationale à l'Interland, voire dans certains quartiers de Brazzaville. Jusqu'au 5 juin 1997, notre pays connaissait une couverture territoriale complète en radio et en télévision. C'est notre propre bêtise humaine collective qui a abouti à la destruction des infrastructures dans notre pays, qui a désintégré le principe même de la couverture territoriale qui passait par une dialectique qui était celle de l'ex-ONPT, l'Office national des postes et télécommunications, qui fournissait, via le faisceau hertzien, je crois, et en tout cas les infrastructures télécom, fournissaient l'accès pour chaque localité à la télévision et à la radio. C'est quand nous avons détruit nos propres infrastructures pendant la guerre que nous nous sommes retrouvés sans téléphone et sans télévision. Le matériel censé assurer le relais étant endommagé, n'y a-t-il donc pas d'alternative? Alors l'idée sur laquelle on travaille, c'est que le projet de couverture nationale en télévision numérique terrestre, la TNT, qui est très avancé avec notre partenaire technique chinois StarTime, une joint venture a déjà été créée entre la partie congolaise et nos amis chinois. L'idée, c'est de passer de la télévision analogique à la télévision numérique, puisque l'extinction des fréquences analogiques, elle est quasiment acquise. On est même dans la dernière année, me semble-t-il. Après, nous risquons d'être vraiment des hors-la-loi. Eh bien, nous espérons que dans les prochains mois, le saut technologique que nous allons faire va développer deux choses. D'abord, une meilleure couverture territoriale et ensuite, la réduction des coûts de l'offre de production radio et télévision. En dépit des difficultés rencontrées, le gouvernement s'active à répondre favorablement aux attentes des auditeurs et des téléspectateurs, a rassuré Thierry Mungala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Cette commission du Sénat, après avoir auditionné les ministres de l'Énergie et celui de la Communication au sujet de la RAV, ont entendu par là la redevance audiovisuelle. Le tour est revenu au Conseil supérieur de la liberté de communication, à l'Association congolaise des consommateurs et à l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Ils ont tous plaidé pour que la presse privée soit aussi bénéficiaire de cette taxe. Florent Angouélé, une fois de plus. Pour cette journée, le Conseil supérieur de liberté de communication a été le premier à être auditionné sur la redevance audiovisuelle par la Commission économie et finances du Sénat. Selon Philippe Mvo, la presse congolaise dans son ensemble est malade. La RAV collectée par ECARIC viendrait tant soit peu la soulager. Seulement, il opte pour la révision de la loi instituant cette taxe. Question pour lui d'intégrer la presse privée. Le circuit de collecte et de reversement de la RAV, a-t-il ajouté, mérite aussi d'être révisé. Si la SNE, après avoir collecté, doit envoyer l'argent collecté au Trésor, alors que le Trésor le donne à qui de droit c'est qui? C'est celui-là chargé de cette mission par la loi. Le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs est lui aussi allé dans le même sens que Philippe Mvo. Pour le président de l'Association congolaise des consommateurs, les fonds collectés doivent arriver aux destinataires tels que stipule la loi sur la RAV. Et nous sommes tout à fait satisfaits. Nous sommes rassurés que cette fois-ci, la RAV va prendre un bon départ. Ces auditions ont une valeur pédagogique, à telle enseigne que l'objectif étant de trouver une solution autour de la redevance audiovisuelle afin que les uns et les autres trouvent leur compte. Ce qui est plus important ici pour nous, c'est de savoir quel montant ECARIC a eu à collecter et combien a été versé au Trésor public. Et nous allons continuer jusqu'au Trésor public pour savoir combien a été éventuellement rétrocédé. Et aujourd'hui se pose le problème à qui la rétrocession devrait revenir. Il y a un arrêté 45-85. Cet arrêté est-il conforme aux dispositions légales? Si c'est non, vous savez très bien que la loi est dure, mais c'est la loi. Mais ce n'est pas le moment de trancher. Nanti de ces arguments, cette commission peut alors effectuer une descente de terrain
pour confronter les déclarations aux pièces comptables. Après 9 mois d'une activité Télé-Congo antenne de Pointe-Noire et du Kwilu a officiellement été relancée ce jeudi 10 septembre à la grande satisfaction des agents de cette chaîne interdépartementale. Suivez le reportage de Jenny Florence Ngoma. Devant les officiels du département de Pointe-Noire et du Kwilu, le directeur interdépartemental de la télédiffusion du Congo, Séraphin Didier Malonga, a présenté techniquement le matériel reçu de la part de la tutelle pour la relance des émissions de cette chaîne pour l'intérêt de la communauté. Ce matériel est composé d'un émetteur de base de 10 watts, branché en cascade avec un amplificateur haute fréquence de 1 kW, fonctionnant sur le canal 7, ce qui correspond à la fréquence 199,25, avec un rayon de couverture de 80 km, voire même plus, ce qui permet de desservir correctement non seulement la ville de Pointe-Noire, mais aussi une très grande partie du département du Kwilu. De fil en aiguille, les consultants pensent que Télé-Congo refait peau neuve après une décennie de diffusion analogique. C'est vraiment le matériel de la 4e génération, puisque avant c'était de l'analogique, aujourd'hui c'est vraiment 100% numérique. La sécurité des installations, c'est surtout la confiance à l'équipe technique qui est là présent et que je crois qu'il va cette fois-ci se mettre en pratique pour sécuriser totalement le matériel. Le chef des programmes de TVPN pense qu'il faut rénover la grille des programmes par rapport à la concurrence. C'est ce comité de programme qui va s'asseoir pour améliorer notre grille. C'est vrai que c'est l'attente des téléspectateurs. C'est ce que nous allons faire pour proposer aux téléspectateurs un bon menu. Une cérémonie rehaussée de la bénédiction des mains des ancêtres du terroir. Avant de terminer, le nouveau sous-préfet d'Ongabé exhorte les populations de ce district à l'unité. La cohésion. Henri Itou a été officiellement installé dans ses fonctions par le préfet du pôle, Georges Kilebe. Une cérémonie à laquelle a assisté la reine Ngalefuro du royaume Teke. Commentaire Brice Aristide Benza. Écharpe tricolore, drapeau de la République, des symboles de pouvoir et de commandement transmis au nouveau sous-préfet de Ngabi. Par ce rituel républicain, le préfet du département du Pôle consacre l'installation officielle de Henri Itoua. Une cérémonie modeste qui s'est déroulée en présence des autorités civiles et celles de la force publique locale, de la reine Ngalefuro qu'accompagnaient quelques dignitaires du royaume Teki. Nommé le 16 juillet 2020, le nouveau sous-préfet de Ngabé a en conscience toute la mesure de sa fonction. Le mauvais état des routes, le déficit du personnel enseignant et d'agents de santé sont au nombre des problèmes majeurs qu'il épingle en priorité concernant son district. Pour les surmonter, un seul message, l'amour et la cohésion. Face aux difficultés susmentionnées, nous comptons sur la disponibilité des hommes, des femmes et jeunes de ce district que vous êtes. Plaçons ce mandat sous le signe de l'amour. Nous devons nous aimer parce que ce district nous appartient tous. La paix, la sécurité et le travail. Car sans l'amour, notre vécu quotidien n'est qu'utopie. Nous devons nous aimer parce que fils et filles d'un même district, et cela va déboucher inéluctablement sur des rapports calmes, sans violence, entre les citoyens. Et c'est la paix. Marié, père de 6 enfants, 61 ans révolus, Henri Itoua est un cadre de l'administration du territoire. Cette qualité qui devrait lui rendre la tâche aisée à la lumière des conseils prodigués par le préfet du département du Pôle. La position que vous occupez désormais vous confère la qualité d'officier d'état civil et de police administrative. Comme tel, vous devez être plus proche de vos populations et être à leur écoute sans discrimination. Vous devez gérer de manière efficiente l'état civil. Vous devez assurer en toutes circonstances l'ordre public, la paix et la sécurité. Travailler à la mise en œuvre du programme du président de la République, telle est l'autre mission du sous-préfet, a précisé Georges Kilebi. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain 20h.